quand Jurassic World sortit en salle, nous avons découvert le premier dinosaure hybride de la série, l'Indominus Rex, un mélange de divers animaux actuels et de dinosaures. Puis, peu de temps après, nous avons eu un second film avec un nouvel hybride, l'Indoraptor, une création digne d'un film d'horreur. Ces deux hybrides partagent de nombreux traits, car après tout, l'Indoraptor est plus ou moins la fusion entre l'Indominus Rex et un raptor. Mais celui-ci diffère un peu de ses deux parents. En effet, son corps est bien plus large que n'importe quel droméosaure, mais il garda tout de même une agilité surnaturelle, des serres en faucilles sur les pattes, et, le plus effrayant, de longs bras pourvus de griffes qui ridiculiseraient celles de Freddy Krueger. Et même s'il est moins imposant que l'Indominus Rex, ses caractéristiques le rendirent bien plus menaçant pour un être humain. Toutefois, bien qu'étant un monstre de science-fiction, il semble que Mère Nature elle-même donne avis à ses propres Indoraptors, et ce il y a environ 150 millions d'années. Ainsi, au beau milieu du Mésozoïque, émergea un nouveau groupe de théropodes, les Mégaraptoriens. Comme l'hybride du film, ces dinosaures sont entourés de mystères à cause du peu de fossiles leur appartenant. Pour tout vous dire, les paléontologues ne savent pas vraiment où les placer au sein des dinosaures, le débat faisant rage depuis des décennies. Une chose est sûre cependant, ils feraient de parfaits méchants pour un nouveau film Jurassic Park, car ils avaient une allure terrifiante, et surtout, ceci. Ce que vous voyez n'est pas la griffe au pied d'un raptor surdimensionné, mais celle d'une main. Celle-ci aurait appartenu au Mégaraptor, le premier mégaraptorien découvert et l'holotype de ce groupe. Comme son nom l'indique, quand les paléontologues découvrirent ces fossiles en Argentine dans les années 90, ils pensèrent d'abord avoir affaire à une espèce de droméosaure gigantesque, ceci en se basant évidemment sur cette griffe démesurée. Désormais, il a été montré qu'il s'agissait en fait d'une griffe montée sur sa main et d'une longueur impressionnante de 30 cm, soit la longueur d'un grand couteau de chasse, ou plus simplement de votre règle à l'école. Pour résumer, cela implique que cet animal avait les plus grandes griffes qui aient jamais été détenues par un prédateur, enfin, jusqu'à la découverte d'autres mégaraptoriens, parfois encore plus terrifiants d'ailleurs. En effet, durant ces 20 dernières années, de nombreuses nouvelles espèces appartenant à ce groupe furent découvertes, soit désormais un total de 11 genres identifiés. Et tout ceci nous apprit que leurs armes étaient encore plus létales qu'on ne l'avait imaginé. Déjà, ils étaient pourvus d'une seconde griffe sur leur deuxième doigt, celle-ci tout aussi acérée, et d'autre part, leurs griffes semblaient être encore plus longues de leur vivant, car recouvertes de kératine, les rendant théoriquement 30% plus longues. Et même si le troisième doigt ne possédait pas de griffes géantes, il était tout de même utile, aidant notamment à l'appréhension. Cependant, ce n'était pas seulement leur taille et leur forme qui rendaient ces lames aussi mortelles, mais disons plutôt la main qui les maniait. En effet, les mégaraptoriens possédaient des bras bien développés, de quoi faire complexer de nombreux autres théropodes, comme ce pauvre T-Rex par exemple. Leurs bras étaient couverts de muscles robustes, et l'ossature était adaptée pour être à la fois solide et flexible, permettant aux mégaraptoriens d'user de leurs griffes avec célérité et dextérité. Cela leur permettait de les utiliser comme des épées ou des lances en fonction de leur adversaire, ce qui causait assurément des dégâts catastrophiques et d'horribles blessures. Et même une fois leur victime à terre, le carnage ne faisait que commencer. Les paléontologues pensent que les mégaraptoriens pouvaient utiliser leurs griffes pour tailler en pièces la carcasse, tranchant habilement la viande à la manière d'un boucher pour se repaître des morceaux les plus délicieux. Oh, je pourrais m'arrêter ici. Je pense avoir été assez clair sur les capacités des mégaraptoriens. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Pour réellement mesurer la brutalité de ces animaux, il faut s'intéresser à leur proie. S'ils s'attaquaient à plus grand qu'eux, comme des sauropodes, il est probable qu'ils usaient de leurs griffes pour les lacérer encore et encore, avant d'enfin les mettre à terre, puis de les découper vivants, comme une bonne bavette. Dit comme ça, cela sonne comme un destin un peu enviable, mais croyez-moi, pour les dinosaures de plus petite taille, équivalente à celle d'un humain par exemple, leur sort devait être bien pire. Ainsi, ils devaient directement attraper ces proies en les agrippant, puis les transpercer comme des brochettes à l'aide de leurs griffes, avant de les enfourner encore vivantes dans leur gueule garnie de crocs. Pour schématiser, imaginez quelqu'un en train de manger une part de pizza. Sauf que la pizza est vivante, empalée,
et sûrement en train d'hurler de terreur. Ceci fut possible grâce à leurs épaules et leurs bras uniques, permettant une large liberté de mouvement, ainsi que la capacité de soulever la nourriture jusqu'à leur bouche. En parlant de ça, bien qu'étant moins impressionnantes que leurs griffes, leur mâchoire n'était pas en reste, et tout aussi fascinante. Car, contrairement à la plupart des prédateurs, qui disposent souvent d'une dentition similaire au sein de la même famille, les mégaraptoriens possédaient des dents fort différentes en fonction des genres, s'inspirant plus souvent d'autres groupes de théropodes plutôt que de leurs cousins. Par exemple, pour le mégaraptor, les dents à l'avant de la mâchoire étaient similaires à celles des tyrannosauridés, épaisses à la base et en forme de croissant. Pour son cousin, le Murusraptor, les dents frontales étaient plus étroites et très pointues. D'autres, comme l'Australovenator ou l'Orcoraptor, avaient des dents assez similaires aux droméosaures et compsonatidés, lisses sur le devant et crénelées à l'arrière, efficaces pour découper finement les chairs. Mais ce n'est pas tout. Avec le Fukuiraptor, qui possédait sans doute les dents les plus menaçantes, étant à la fois longues, nombreuses et semblables à des lames, ressemblant en tout point à celles du Carcharodontosaurus, le fameux lézard à dents de requin. Cependant, au vu de la morphologie de leur crâne, les mégaraptoriens ne devaient pas avoir une morsure particulièrement puissante, ce qui était sans doute compensé par leur dentition fortement spécialisée. Après tout, niveau armement, leur lame avait déjà un tel potentiel de destruction que bon. Mais cela fait un point de plus pour les mégaraptoriens sur l'Indoraptor, qui ne possédait lui que des dents assez courtes et peu spécialisées. Et la version préhistorique gagne aussi la palme de la taille, car parmi les spécimens découverts, l'Indoraptor se rapproche du gabarit de l'Aérostéon, un genre de mégaraptorien argentin d'une longueur de 7,50 m pour 1 tonne 100. Le truc, c'est que l'Aérostéon est plutôt considéré comme de taille moyenne parmi ses cousins, très loin d'être le plus imposant. En effet, la moitié des autres mégaraptoriens l'étaient, avec par exemple l'Orcoraptor, le Mégaraptor et le Trataenia, eux pouvant dépasser les 8 mètres de long. Avec de telles tailles, ils étaient parfois les plus grands prédateurs au sein de leur environnement, notamment en Australie, où le plus grand théropode y étant jamais découvert fut vraisemblablement un mégaraptorien. Mais ce n'est pas en Australie que vous trouverez le plus grand de ces monstres. Pour cela, il va falloir voyager en Argentine à la toute fin du Crétacé, et si vous êtes particulièrement malchanceux, vous tomberez sur le maïp. Oui, le maïp. Mais ce nom quelque peu amusant ne lui rend à première vue pas vraiment justice, car ce prédateur était purement exceptionnel. En plus d'être le plus grand des mégaraptoriens, il était aussi parmi les plus imposants de tous les théropodes, avec des fossiles suggérant une longueur de 10 mètres, comparable à Allosaurus anax. À cette taille, il était le plus grand et le plus terrifiant prédateur d'Argentine durant cette époque, sans doute capable de chasser n'importe quel type de dinosaure, comme toute une variété d'ankylosaures, d'hadrosaures et d'ornithopodes. Il pouvait aussi potentiellement abattre des titanosaures, comme le Nulotitan, en utilisant ses fameuses griffes pour mutiler et lacérer le pauvre herbivore géant jusqu'à ce qu'il s'effondre. En effet, bien qu'aucune griffe de maïp ne fût découverte à ce jour, les chercheurs estiment en se basant sur ses cousins qu'elles étaient longues d'au moins 37,5 cm, faisant de ce dinosaure le prédateur ayant les plus grandes griffes de toute l'histoire. Ce qui inspira son nom d'ailleurs, certes peu intimidant pour nous Français, mais fait pourtant référence au cauchemar absolu que représentait cet animal. Maïp est dans la mythologie Aonikenk de Patagonie, l'ombre de la mort te pétrifiant de terreur. Donc ça donne pas trop envie quoi. Croiser au détour d'une clairière l'une de ces charmantes bestioles, ou n'importe lequel de ses cousins, vous glacerez d'effroi. Mais le pire sera quand il s'élancera sur vous, car dès la première foulée, vous réaliserez qu'il est bien trop rapide pour un animal de cette taille. Pour comprendre cela, il faut d'abord s'intéresser à la structure de leurs os. Car oui, de nombreux dinosaures avaient des os plus ou moins creux ou alvéolés, mais chez les mégaraptoriens, cette alvéolisation est poussée à des niveaux extrêmes, au point où, à l'exception du Neovenator, aucun théropode n'avait des os aussi creux que ces monstres. Tous les ossements retrouvés possédaient cette caractéristique, mais l'ilium, les vertèbres et les côtes étaient particulièrement alvéolés. Ce qui, pour faire simple, signifie que les mégaraptoriens étaient extrêmement légers pour leur taille. Par exemple, le mégaraptor n'aurait pas dépassé la tonne,
tandis qu'un Allosaurus de taille similaire était potentiellement 50% plus lourd. Et pour pousser encore plus loin, l'Australovenator, bien que mesurant 6 mètres de long, n'aurait probablement pesé pas plus de 310 kg. Avec tout ceci, les paléontologues pensent que certains genres étaient les guépards de leur environnement. Il est probable qu'ils étaient tous des tueurs très rapides et agiles, un peu comme des ninjas préhistoriques armés de choukos géants, préférant donc les embuscades aux combats d'attrition. Pour ajouter à cela, les mégaraptoriens avaient les os des pattes postérieures très sveltes, assez similaires aux autres célurosaures, indiquant donc des jambes adaptées à la course. Et bien qu'ils utilisaient cette panoplie d'armes majoritairement sur leur proie, quelques fossiles indiquent qu'il n'y allait pas de main morte avec leurs rivaux. En effet, un spécimen de Murus raptor, un autre mégaraptorien argentin, fut découvert avec les traces d'une infection sur sa boîte crânienne. 2 perforations à la base du crâne furent identifiées comme en étant la cause, et en comparant avec ses propres dents, les paléontologues en conclurent que son agresseur fut un autre Murus raptor. Les dégâts étaient tellement importants que les scientifiques ayant étudié le crâne pensent que cet individu avait 50% de chances de succomber à une telle blessure. Ainsi, grâce à leur tempérament et leur arsenal dévastateur, il n'est pas étonnant que les mégaraptoriens se soient établis et ont prospéré sur 3 continents différents, l'Australie, l'Asie et l'Amérique du Sud. Et ils étaient assez communs en Argentine, en Australie, en Thaïlande et au Japon. Dans ces pays, si vous vouliez éviter ces Freddy Krueger sous stéroïdes, il aurait fallu éviter les cours d'eau. En effet, nous avons de nombreux indices suggérant qu'ils préféraient les zones plutôt humides, comme les bords des fleuves ou les côtes, là où les proies étaient très abondantes et diversifiées. Certaines hypothèses proposèrent même que des genres chassaient de temps en temps des animaux marins ou semi-aquatiques, comme des crocodiliens, des tortues ou de gros poissons. Pour tout vous dire, certains paléontologues pensaient que, tout comme le Spinosaurus, les mégaraptoriens utilisaient leurs griffes pour pêcher plutôt que pour déchiqueter de grandes proies. Mais avec la découverte de nouveaux fossiles, cette hypothèse fut réfutée et le consensus actuel est qu'il s'agissait bien de prédateurs terrestres, souvent même étant les superprédateurs de leur environnement. Toutefois, ce n'était pas toujours le cas, et le registre fossile indique une certaine rivalité avec les Carcharodontosauridae, ceux-ci souvent plus imposants et spécialisés dans la chasse au gros gibier. Cette compétition eut lieu principalement en Amérique du Sud, et les mégaraptoriens devaient plutôt parier sur l'agilité et la vitesse, plutôt que sur la force brute. Ainsi, on observe que ce n'est seulement qu'après la disparition des Carcharodontosauridae que nos amis griffus commencèrent à gagner en taille. Fun fact, malgré cette rivalité, ces 2 taxons partageaient quelques similitudes, comme la forme et la taille de leur boîte crânienne, indiquant potentiellement un degré d'intelligence identique. Or, d'autres études avaient déjà comparé l'intelligence des Carcharodontosauridae à celle des crocodiliens actuels. Et malgré les préjugés, ces animaux sont tous sauf idiots. Des crocodiliens ont déjà été aperçus tendre des pièges, se coordonner entre eux, voire même utiliser des appâts pour tromper leur proie. Donc si cette théorie est exacte, et que les Carcharodontosauridae, et par extension les mégaraptoriens, disposaient d'un tel degré d'intelligence, aucun herbivore n'était à l'abri. En dépit de leurs similitudes et de leurs relations conflictuelles, les mégaraptoriens n'étaient vraisemblablement pas apparentés aux Carcharodontosauridae. Pour tout vous dire, personne ne sait vraiment ce qu'étaient ces monstres énigmatiques. Évidemment, ils forment un groupe clairement identifiable, mais le clade plus large auquel ils appartiennent reste encore un mystère. Comme leur nom l'indique, les paléontologues ont d'abord pensé à des droméosaures géants, mais cela fut vite rejeté au vu de l'absence de la griffe caractéristique des vrais raptors. Puis, avec leurs os très creux et légers, on pensa qu'ils étaient proches des Neovenatoridés, mais ça ne tenait pas vraiment non plus. Aujourd'hui, vous avez 2 écoles. La première prétend que les mégaraptoriens appartenaient aux Tyrannosauroidea, faisant d'eux les plus proches cousins des Tyrannosauridés, et la seconde voudrait qu'ils seraient des Coelurosaures non Tyrannosauroidea, ce qui, avouons-le, ne nous avance pas beaucoup. Et le mystère ne s'arrête pas là, car les scientifiques ne savent pas vraiment où ils sont apparus. L'hypothèse actuelle serait que les mégaraptoriens aient émergé en Asie, au Jurassique supérieur, puis migrèrent en Australie, au Crétacé inférieur. Là, ils se diversifièrent, avant d'éventuellement poursuivre leur route vers l'Amérique du Sud, en passant par l'Antarctique. Ce groupe de dinosaures semblait particulièrement prospère au Crétacé, et l'on peut imaginer que leur adaptation à la chasse était bien plus efficace que celle d'autres théropodes.
Quand on les compare aux registres fossiles de différentes grandes familles, cela devient presque évident. Par exemple, les tyrannosauridés n'auraient existé que pendant 16 millions d'années, 46 millions pour les spinosauridés, 64 pour les carcharodontosauridés, ou encore 25 millions pour les mégalosauridés. Pendant ce temps, nos petits mégaraptoriens auraient tracé leur route pendant plus de 84 millions d'années, faisant d'eux l'un des groupes de dinosaures ayant vécu le plus longtemps. De plus, là où beaucoup de taxons tendaient à rapetisser avec le temps, les mégaraptoriens quant à eux semblaient devenir de plus en plus gros et terrifiants, avec comme dernier représentant notre fameux Maïp. Avec une famille de dinosaures aussi parfaits, difficile de s'imaginer comment ils auraient pu s'éteindre. Mais sur ce coup-là, Mère Nature reçut un petit coup de pouce venant de l'espace. Car comme tous les dinosaures non aviens, ces monstres furent balayés de la surface de la Terre par une météorite géante il y a 66 millions d'années, mettant donc fin au règne de terreur de nos amis griffus. Et bien que notre planète ait connu nombre de prédateurs mortels après eux, aucun n'a jamais égalé ces animaux cauchemardesques qu'étaient les mégaraptoriens. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux Zoos sauvages.